Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière webconférence de l'année 2025 sur la communauté voirie. Alors pour ce dernier rendez-vous, de quoi allons-nous parler? Eh bien, je suppose que vous le savez de toute façon puisque vous avez été plus de 190 à vous inscrire à ce webinaire. Et pourquoi? Eh bien, parce que nous allons évoquer la norme NFP 94001 et donc plus précisément le repérage de l'amiante naturel avant travaux. Donc après le bâti et les infrastructures, ce sont les terrains naturellement amiantifères qui intègrent l'évaluation des risques des donneurs d'ordre. Mais justement, quelle perspective pour l'arrêté d'application à venir et quel retour d'expérience au quatrième anniversaire de la norme NFP 94001 des repérages de l'amiante donc dans les sols et roches en place. Eh bien justement, pour répondre à ces questions, je vous propose d'accueillir donc Vincent Perrin, qui est directeur opérationnel au sein du bureau GDA. Donc bonjour et bienvenue, Samuel. Bonjour et bienvenue, Vincent. Samuel, on Bon, y va bon. juste après. Ouais. Bonjour, merci. Et donc voilà, pour le petit teasing, nous allons du côté de Samuel Dauphin, qui est référent en amiante environnementale au CEREMA. Donc bonjour et bienvenue, Samuel. Bonjour à tous. Et donc enfin, vous avez également Gabriella Chacon, qui est experte risque naturel et chargée d'opération donc au département de l'Isère. Donc bonjour et bienvenue, Gabriella. Bonjour. Et donc avant de leur laisser la main, je vous rappelle, et à tous et notamment à ceux qui viennent de nous rejoindre, que ce webinaire vous permettra donc de découvrir des retours d'expérience sur l'application justement de cette norme NFP 94001 et puis d'appréhender tout simplement l'arrêté d'application à venir. Donc vous le savez, vous avez l'habitude, on est ensemble une heure et demie. L'idée, c'est aussi de poser vos questions. Donc vous avez des modules de discussion sur Zoom et Vimeo pour poser vos questions. Et après les présentations, on fera un petit temps de pause pour partager vos questions à nos intervenants. Et puis pour ceux qui sont équipés d'un micro sur Zoom, si vous le souhaitez, je pourrais aussi vous activer le petit micro si vous préférez échanger de vive voix avec nos intervenants. Donc voilà. Je vais pas en dire davantage et puis je vais laisser la main à Vincent pour démarrer et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Parfait. Ben, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Le programme est un petit peu dense puisqu'on va vous évoquer avec vous l'amiante environnementale déjà d'une manière un petit peu générale et ensuite on va plonger sur l'aspect réglementaire qui est en cours de construction. On va aussi s'attacher à décrire et expliquer la norme et sa méthodologie qui, elle, est publiée depuis 4 ans. Donc, en plus, on a des retours d'expérience. Et parmi ces retours d'expérience, donc, moi, je vous en proposerai certains, mais Gabriella Chacon de l'Isère vous en proposera d'autres qui sont vraiment concrets, à la fois sur le repérage, mais aussi sur ce que ça implique au niveau des travaux. Et du coup, en premier démarrage, enfin en première introduction, ce sera Samuel Dauphin du CEREMA qui vous présentera l'amiante de manière un petit peu plus générale. Je vais juste prendre 2 minutes pour présenter le bureau GDA avant d'attaquer, puisqu'on n'est pas aussi connu que le CEREMA ou que le département de l'Isère. On est un bureau d'études géologiques, on est spécialisé dans l'amiante naturelle, on fait quasiment que ça et en particulier sur ces repérages avant travaux selon la norme P94-001. On s'est constitué autour de l'expertise de plusieurs géologues sur le sujet qu'ils ont développé depuis plus de 15 ans maintenant, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en Corse. Et on intervient donc sur toute la France. Vous verrez tout à l'heure la problématique est liée à des zones géographiques particulières, mais ça concerne globalement une grande partie du territoire français. On intervient beaucoup pour des collectivités de par la nature des travaux qu'ils engagent, également pour des entreprises, des bureaux d'études, des géotechniciens ou des entreprises qui gèrent des grands projets, pour des entreprises d'infrastructure comme la SNCF, EDF, etc. Et bien sûr dans le monde du BTP et des industries minérales. Donc voilà pour la présentation. Je laisse la main maintenant à Samuel qui va vous expliquer un peu ce qu'est l'amiante environnementale. Bonjour à tous, une fois de plus. Moi, je vais vous faire effectivement une petite présentation qui va poser un peu les choses avec quelques définitions, voilà, pour bien poser le cadre avant que Vincent et Gabriella poursuivent plus avant sur la norme. Qu'est-ce que l'amiante? Alors l'amiante,
voilà, c'est connu depuis l'Antiquité, hein. Les premières utilisations dont on a retrouvé les traces, c'est en Grèce antique, dans des poteries. Voilà, ça a été plutôt utilisé de manière marginale jusque à la Révolution industrielle et surtout au XXe siècle. Euh, parce qu'on s'est rendu compte que l'amiante avait des qualités tout à fait extraordinaires de résistance au feu, d'isolation thermique, de résistance à la traction, résistance aux acides et aux bases, et une aptitude au tissage. Voilà, dans le bas Moyen Âge, on faisait, pour certaines personnes très riches, des nappes en amiante pour éviter d'avoir à les laver. Comme ça, on les jetait au feu. Tout ce qui n'était pas la nappe brûlée, et on pouvait ressortir la nappe et la réutiliser directement, par exemple. Alors bon, c'est un matériau complètement extraordinaire, c'est sûr, mais assez vite, à la fin du 19e siècle, en 1899 très exactement en Angleterre, les premiers effets sur la santé ont été documentés, mais ils ont été pas mal occultés parce que c'était un matériau qui était quand même très utile dans le développement industriel. Alors bon, une brève histoire hein, de l'amiante, donc voilà quelques illustrations d'utilisation de l'amiante. Donc en haut à gauche, vous avez des calorifugages. Au milieu, en haut, vous avez la fameuse tôle ondulée Eternit. Euh, voilà, le flocage en bas au milieu, et puis à droite, des utilisations un peu plus cocasses, entre guillemets. Alors, entre guillemets, parce que si c'était pas si dangereux, on pourrait en rire. Mais on a même fabriqué des filtres à cigarettes en amiante avec un slogan publicitaire qui disait que c'était moins dangereux de fumer ces cigarettes avec des filtres en amiante que de fumer des cigarettes sans filtre. Voilà. Bon. Euh, on peut douter de la véracité de ce slogan. Bon, après, il y a quand même eu beaucoup d'alertes de santé publique, hein, y compris dans les années 1940, l'apparition des tableaux des maladies professionnelles en 1945, etc. Et donc, à partir de la fin des années 70, on commence à interdire un certain nombre d'utilisations de l'amiante et notamment l'interdiction des flocages amiantés en 78. Le flocage étant le produit avec les dalles de faux plafond qui était le plus dangereux parce que évolutif dans le temps et que l'amiante était pratiquement à l'état pur dans ces produits-là et que donc ça créait des risques importants pour la santé des personnes qui étaient simplement en contact avec ces produits. Donc ces restrictions prennent de l'ampleur et en 1997, en France, l'amiante est totalement interdite, que ce soit la commercialisation, l'utilisation, la vente, enfin voilà. Et cette interdiction prend effet également en 2005 dans toute l'Union européenne. Alors voilà, 1899, 1997, il y a pratiquement 100 ans pendant lesquels l'amiante a été utilisée de manière intensive. Et donc la conséquence de ça, c'est une véritable épidémie de maladies liées à l'exposition aux fibres d'amiante. Des maladies qui sont liées à l'inhalation de fibres, hein. Donc celles-là, on les connaît parce qu'il y a pas mal de médiatisation de tout ça, avec les plaques pleurales et surtout les cancers bronchopulmonaires et le mésothéliome. Mais aussi, et c'est plus récent, par ingestion, euh, avec une documentation d'un nombre important de cancers des ovaires, du larynx ou de l'œsophage et peut-être du cancer colorectal lié à l'exposition aux fibres d'amiante par ingestion. Donc là, je vous donne quelques chiffres. Vous aurez la présentation, hein, j'imagine. Mais globalement, on estime entre 2009 et 2050 qu'il y aura 100 000 morts liées à l'amiante, et liées à l'exposition à l'amiante, dont 50 à 75 000 seront dus à un cancer du poumon et 18 000 à 25 000 dus à un cancer de la plèvre, donc le mésothéliome. Ce qu'on voit, hein, c'est que il y a un temps long entre l'exposition et l'apparition finalement des maladies liées à l'amiante et particulièrement des cancers.
Ce que vous voyez sur cette courbe hein, qui est issue du site de la CNAM, c'est que l'amiante qui a été interdite en 1997, donc on voit qu'il y a un pic de maladies professionnelles, donc maladies totales euh, dans les années 2007, donc 10 ans après. Mais par contre, pour ce qui est des cancers, on est sur un plat haut et il n'y a pas vraiment de baisse notable encore aujourd'hui, donc pratiquement oui, 30 ans après comment dire, l'interdiction. Alors, qu'est-ce que l'amiante? Pour expliquer tout ça, il faut revenir à la définition de ce que c'est que l'amiante, hein. Donc, l'amiante, ça désigne des variétés asbestiformes de 6 minéraux appartenant au groupe des amphiboles et des serpentines. Donc, un minéral du groupe des serpentines, le chrysotile, et 5 minéraux du groupe des amphiboles. Bon, je vais vous épargner le nom euh, et qui c'est marqué là. Voilà à quoi ça ressemble. On voit qu'il y a des aspects différents, hein, mais le point commun, c'est que c'est vraiment tous des minéraux qui sont fibreux, flexueux, et les fibres sont très nombreuses. Alors réglementairement, une fibre d'amiante, c'est une des 6 espèces minérales concernées par la réglementation et qui présente un habitus asbestiforme. Euh, et ça, c'est vrai depuis récemment, juin 2025, puisque maintenant on recherche vraiment cet habitus asbestiforme et c'est la loi qui l'oblige. Mais globalement, les premiers critères, hein, donc déjà, c'est ce que je vous marque là, c'est les critères des fibres inhalables de l'OMS. Donc 5 micromètres de longueur minimum, diamètre inférieur à 3 micromètres, et surtout un rapport d'allongement supérieur à 3. Voilà. Ça, c'est des critères qui ont été déterminés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour déterminer tout ce qui était susceptible de passer la barrière des bronches et de rentrer vraiment profondément dans les poumons, donc les fibres inhalables. Voilà. Nous, maintenant, on rajoute des critères supplémentaires pour déterminer si ces fibres inhalables font partie des amiantes, donc avec cet habitus asbestiforme. Et notamment, un des critères très importants, c'est des rapports d'allongement qui sont plus élevés que 3, donc qui sont supérieurs à 20. Voilà. Et puis, on va aller regarder plus précisément comment sont faites les fibres et s'il y en a plusieurs. Voilà, des bords parallèles ou étagés, une organisation en faisceau euh, et souvent la présence d'amas de fibres entremêlées. Et ça permet de dire si on est en présence d'amiante ou si on est en présence d'autre chose, à savoir des fragments de clivage. Sachant qu'il faut faire attention, aujourd'hui, il n'y a rien qui dit que les fragments de clivage ne sont pas dangereux. La loi dit simplement que ce n'est pas de l'amiante. Voilà, donc ce n'est pas soumis à la même réglementation. Alors voilà, qu'est-ce que c'est qu'un fragment de clivage, hein? Un fragment de clivage, c'est issu de la fragmentation sous l'effet d'une action mécanique d'un cristal qui n'est pas asbestiforme selon des plans qui sont prédéfinis par la structure cristalline du minéral. Et notamment quand on parle des amphiboles, ces plans de clivage sont dans le sens en général de la longueur du cristal et donc ça fait des particules qui sont très allongées. Mais elles n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques que les fibres d'amiante. Là, ce que vous voyez sur les deux images, ce sont des fragments de clivage. On voit qu'elles ne sont pas recourbées, même si parfois le rapport d'allongement est quand même très élevé. D'où l'utilisation de plusieurs critères pour déterminer. Et alors, qu'est-ce que ça représente une fibre d'amiante, hein, pour que tout le monde se rende bien compte? Vous avez là sur cette image trois choses. Un cheveu, donc qui prend pratiquement toute l'image. Sur la gauche du cheveu, vous avez une fibre de céramique réfractaire qui est utilisée notamment maintenant dans les dispositifs de freinage pour justement remplacer l'amiante. Et vous avez sur le cheveu une fibre d'amiante, donc vous voyez que c'est extrêmement fin, c'est 400 à 1000 fois plus fin qu'un cheveu, et c'est invisible dans l'air, c'est-à-dire que si vous voyez des choses dans l'air, c'est pas de l'amiante, c'est des poussières, c'est des cheveux, c'est des fibres végétales. L'amiante est invisible dans l'air. Donc, c'est d'autant plus dangereux qu'on ne le voit pas, on ne se rend pas du tout compte que c'est là.
Et donc ces fibres, elles sont tellement fines qu'elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons et parfois même traverser les alvéoles pour atteindre la plèvre. Alors pourquoi ces fibres sont dangereuses? Parce qu'elles sont tellement allongées que les globules blancs qui normalement viennent les chercher, les délogent et les expulsent du corps, n'arrivent pas à les phagocyter et à les expulser. C'est même le contraire, c'est que le globule blanc va s'attaquer à la fibre, mais elle va être tellement longue qu'elle va finir par causer la mort du globule blanc et ça va s'accumuler autour des fibres. Et puis leur composition chimique les rend résistantes aux acides et aux bases, ce qui fait que les fluides corporels n'arrivent pas à les attaquer. Donc euh, elles restent dans le corps, elles ne peuvent pas être délogées. Alors pour lutter contre ça, il y a tout un arsenal réglementaire. Et la brique la plus forte de cet arsenal réglementaire, c'est le Code du travail, euh, avec tout un chapitre dans dans les risques chimiques, tout un chapitre qui est exclusivement consacré, pardon, au risque d'exposition à l'amiante. Voilà, il y a tous les autres risques chimiques et puis il y a celui-là en particulier qui a été jugé suffisamment important par le législateur pour y consacrer vraiment toute une partie. Et donc avec en gros hein, deux sous-sections, donc la 1 et la 2 qui sont vraiment des sous-sections générales sur l'amiante et l'exposition des travailleurs à l'amiante. Et puis une sous-section 3 qui est consacrée aux dispositions spécifiques liées au confinement ou au retrait de l'amiante. Ce qui était l'objectif de l'État hein, au départ, c'était de faire disparaître l'amiante partout où on l'a trouvé. On n'y est toujours pas. Et puis une sous-section 4 qui est liée aux travaux sur des matériaux qui contiennent de l'amiante, mais dont la finalité n'est pas ni le retrait ni le confinement de l'amiante. Alors, dans ce code du travail, il est question notamment de deux notions qui sont très importantes, qui sont le niveau d'empoussièrement et la valeur limite d'exposition. Euh, alors, le niveau d'empoussièrement, c'est véritablement le niveau de poussière qu'il y a dans l'air euh, du fait de la réalisation des travaux. Voilà, la valeur limite d'exposition, c'est une fois qu'on a utilisé les mesures de protection collective et les équipements de protection individuelle, c'est le nombre de fibres qui va arriver aux voies respiratoires du travailleur. Voilà. Donc la VLEP, donc la valeur limite d'exposition, elle doit tout le temps être inférieure à 10 fibres par litre alors que les niveaux d'empoussièrement du fait des travaux peuvent être très importants, même si ils doivent toujours être inférieurs à 25 000 fibres par litre. Alors on adapte voilà, le code du travail prévoit l'adaptation hein, des mesures de protection, notamment des EPI. Et là, je vous ai mis un petit tableau qui vous explique quels EPI sont adaptés pour quel niveau d'empoussièrement pour garantir une valeur limite d'exposition inférieure à 10 fibres par litre. Et puis, donc, une brique supplémentaire et très importante, finalement, de l'arsenal réglementaire pour lutter contre l'exposition à l'amiante, c'est la loi travail de 2016 qui consacre la notion de repérage avant travaux puisque avant il y avait des repérages avant vente, des repérages dans certaines circonstances, notamment dans les immeubles bâtis. Et la loi de 2016 dit qu'il va falloir faire des repérages dans 6 domaines d'activité. Et donc ces 6 domaines, il y a les immeubles bâtis bien entendu, mais il y a les immeubles non bâtis, comme les terrains nus, les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport, et puis il y a les autres domaines matériel roulant ferroviaire, navires, bateaux et engins flottants, aéronefs, voilà. Donc en gros, dans tous les domaines, dès qu'on fait des travaux quelque part sur n'importe quel objet, il faut faire un repérage de l'amiante. Voilà. Et donc chacun des 6 domaines, en gros, le repérage est organisé avec une norme. euh,
Alors, sauf dans les immeubles tels que terrain, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport où il y a deux normes, mais sinon c'est une norme qui est rendue d'application obligatoire par un arrêté. Voilà, et donc je vais laisser la parole à Vincent et je remercie donc pour les illustrations les différents organismes que j'ai cités ici. Alors, j'en profite le temps que Vincent partage son diaporama. Je vois une main levée de Camille Télé. Est-ce une erreur ou est-ce une demande? Ça doit être une erreur. La main est partie. J'en profite aussi puisque la question a été posée et Samuel en a parlé. Le replay du webinaire ainsi que le support de présentation PowerPoint seront disponibles sur Idealco d'ici demain soir ou au plus tard lundi. Ok. Merci Samuel. Du coup, j'enchaîne exactement sur le même thème pour préciser un peu les spécificités qui s'appliquent pour l'amiante environnementale. Donc, comme le précisait Samuel, ça rentre dans le cadre d'un dispositif beaucoup plus large du repérage avant travaux qui concerne grosso modo tous les objets sur lesquels on peut intervenir. Euh, chaque domaine étant évidemment très particulier, la stratégie a été de définir d'abord une norme de repérage pour se mettre d'accord avec les professionnels du secteur sur la bonne façon d'identifier cette amiante. Et derrière, il y a un arrêté qui vient rendre notamment, enfin classiquement en tout cas, puisqu'on en a déjà, on en a déjà six qui sont sortis, qui vient rendre obligatoire l'application de la norme et qui définit un cadre autour de ça, notamment bah, qui sont les opérateurs qui peuvent intervenir, quelle est leur formation, et les conditions de validité des rapports, des choses comme ça. Donc comme vous pouvez le voir sur les différents domaines, tout ça s'est échelonné depuis grosso modo 2019 jusqu'à 2024 pour le génie civil et les infrastructures, avec des normes publiées préalablement. Et pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'amiante environnementale, donc dans les terrains, dans les sols, dans les roches, on a une norme depuis maintenant 4 ans, qui est la P94-001, dont je vais parler un petit peu plus loin, et on est en attente de l'arrêté d'application. Donc cet arrêté, on l'attend en 2026, les discussions interministérielles ont été lancées, et elles visent à définir précisément le contenu de cet arrêté, donc qu'on ne connaît pas encore. On sait simplement par rapport aux autres arrêtés, bah, ce sur quoi cet arrêté va devoir statuer. Donc sur l'opérateur de repérage, qui dans notre cas s'appelle un géologue opérateur de repérage, qui devra avoir des compétences. Donc il y en a un certain nombre qui sont précisées, qui sont assez précises d'ailleurs dans la norme, mais ça sera fixé par l'arrêté. Il y aura une formation certifiante qui viendra se rajouter à ces compétences a priori de base, qui sera donc obligatoire pour pouvoir faire ces repérages. Il y aura probablement, on va le voir tout à l'heure, en fait, des particularités géographiques, puisque l'amiante environnementale, contrairement à tout ce qui est anthropique, qui est créé par l'humain, l'amiante environnementale, c'est lié à la géologie, et donc il y a des régions qui s'y prêtent, et des régions qui s'y prêtent pas du tout. Donc il y aura certainement un découpage en zones géographiques avec des dispenses, notamment, on le verra, il y a un vaste bassin parisien qui par nature ne peut pas contenir de l'amiante naturelle. Et il y aura évidemment, comme tous les autres arrêtés, un calendrier d'applicabilité avec un certain délai, notamment pour permettre aux géologues, aux opérateurs de repérage de se former et aux collectivités et entreprises de mettre tout ça en place. Il y aura aussi très probablement les dispositions pour définir ce qui reste valide des repérages qui auront été faits antérieurement. Donc ce qui s'est fait par exemple pour les repérages sur les enrobés dans le cadre des infrastructures génie civil, c'est que ce qui respectait la norme parue antérieurement pourront rester valides après le décret d'application paru. Donc il n'y a pas forcément, enfin il y aura pas a priori besoin de tout refaire. Tout ce qui est fait, qui respecte les règles de l'art aujourd'hui, devrait pouvoir être accepté après parution de cet arrêté d'application. Alors en attendant, on entend souvent bah, l'arrêté n'est pas sorti, donc j'ai pas besoin de faire des repérages avant travaux. Alors non, c'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, il y a une obligation bien plus ancienne et bien plus large d'évaluation des risques.
qui s'impose aux donneurs d'ordre et aux chefs d'entreprise qui envoient des gens travailler. Le risque amiante environnemental aujourd'hui, il est documenté, il existe, il est connu. On ne peut pas le balayer du revers de la main. D'autant plus que depuis 4 ans, alors déjà il y a le principe des rats aussi qui est, même si le décret d'application n'est pas sorti, qui quand même donne un cadre et cette norme qui depuis 4 ans donne une méthodologie qui certes n'est pas aujourd'hui formellement obligatoire, mais qui est quand même considérée comme étant la règle de l'art à ce niveau-là. Voilà, donc le risque, il faut l'évaluer et la bonne façon de le faire, c'est d'appliquer la norme, même si formellement, en attendant l'arrêté, c'est pas obligatoire. Et l'arrêté nous permettra aussi de probablement rassurer tout le monde dans l'établissement clair de qui peut faire ces repérages et dans quelle zone on peut s'en passer, puisqu'aujourd'hui c'est pas établi clairement. Alors, la particularité donc de notre domaine par rapport aux autres domaines, c'est que c'est lié à la géologie. Donc, c'est un phénomène, l'apparition de l'amiante est un phénomène naturel qui est guidé par des grands phénomènes géologiques. C'est un phénomène qui a été étudié notamment par le BRGM. Donc, par exemple, ici, vous avez une carte au million, c'est-à-dire que c'est pas une précision qui permet de savoir si dans votre chantier vous allez avoir de l'amiante, mais ça permet d'identifier les régions qui ont un potentiel géologique, une susceptibilité en fait à avoir la présence d'amiante dans leurs roches. Et ressort très nettement l'ensemble des massifs montagneux, donc récents comme les Alpes ou la Corse, les Pyrénées, ou des massifs plus anciens comme le massif central ou le massif armoricain. Et on voit bien ce vaste bassin parisien qui est sur des formations calcaires qui ne présentent pas du tout tous les facteurs nécessaires à la formation de l'amiante. Alors, pour enfoncer un petit peu le clou, c'est pas si anecdotique que ça la présence d'amiante sur le territoire français, puisqu'on en a même fait des exploitations. Alors, il y a eu une vraie exploitation industrielle qui est la mine de Canaries en Haute-Corse, et ensuite c'est des exploitations qui ont été plus artisanales, mais qui démontrent bien la présence à un moment donné d'une concentration, de forte présence d'amiante qu'on voit dans les Alpes, dans le Massif central, et puis Pyrénées, et la région Vendée, Loire-Atlantique. Alors les conditions, la recette idéale pour créer cette amiante naturelle, donc comme vous le disiez Samuel, c'est des minéraux particuliers qui ont cristallisé sous forme de fibres, c'est l'habitus asbestiforme. Donc il faut un certain nombre de paramètres qui se conjuguent pour que ces fibres puissent se former. Donc du métamorphisme hydrothermal, des déformations cassantes, donc c'est pour ça qu'on retrouve ça dans des contextes plutôt montagneux. Et cerise sur le gâteau, si vous avez une roche ultra basique, c'est-à-dire appauvrie en silice. Donc là, on a tous les éléments pour faire apparaître nos fibres. Donc que ça soit dans la variété serpentine, euh, c'est-à-dire le chrysotile, ou pour les amphiboles, qui sont aussi plus répandus. Et donc le boulot du géologue sur le terrain, c'est de reconnaître ces indices, d'identifier les roches, reconnaître ces indices, de faire une cartographie précise au droit du chantier en fait des roches qui sont présentes et de la présence ou non d'amiante environnementale. Mais comme je vous le disais, on a aussi des informations a priori, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres domaines de repérage avant travaux, puisqu'on a cette cartographie du BRGM au million qu'ils ont resserré à une échelle 1,50 millième pour les zones identifiées comme les plus à risque. Donc on a déjà des données a priori sur la France, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les enrobés ou des choses comme ça. Donc la norme a été pensée en fonction de ça. Donc en fonction de cette spécificité des infos qui existent déjà, des observations de terrain, de la nécessité d'avoir des compétences en géologie, et également de la compréhension que la connaissance fine de la présence d'amiante ou pas à l'échelle nationale est très difficile à établir. C'est un phénomène qui peut être très local, qui peut être vraiment lié à la conjonction de ces phénomènes dont je parlais juste avant, qui peuvent être vraiment liés
à, à une limite entre deux roches. Enfin, ça peut être des phénomènes assez subtils qui est quasiment impossible de cartographier à grande échelle. Donc tous ces éléments ont permis donc aux experts qui sont réunis pour proposer une norme, bien qu'ils se soient inspirés de la logique des repérages avant travaux des autres domaines, à introduire la particularité de la P94001, qui est d'avoir un premier échelon qui est documentaire, qu'on appelle le A0. Et en fait, le géologue, vous allez lui donner le périmètre de vos travaux, et lui, il va consulter toute la bibliographie qui existe sur le sujet, sur le site, en lien avec l'amiante naturelle, et il va pouvoir donner un premier avis. Et on aura la possibilité, si vraiment on est dans une zone qui est pas du tout inquiétante, à ce niveau-là, de faire un A0 qui statue à l'absence de risque et qui remplit les obligations du donneur d'ordre et du chef d'entreprise en termes d'évaluation des risques, qui permet de continuer les travaux classiquement. Si malheureusement sur le terrain prévu, sur le site des travaux, on a des indices en bibliographie qui nous laissent penser que peut-être il pourrait y avoir de l'amiante, là on ira sur le terrain, donc un peu comme un repérage plus classique, mais on regardera pas les mêmes choses. Le géologue va regarder ce que je vous disais précédemment, les indices qui peuvent lui laisser penser qu'il pourrait y avoir formation d'amiante. Donc ça se passe souvent sur le terrain avec quelques prélèvements qui sont en général bien choisis pour illustrer la roche en présence et les endroits dans cette roche qui pourraient abriter de l'amiante. Et normalement, dans la plupart des cas, on arrive à statuer à ce niveau-là, à dire bon, vous avez de l'amiante dans telle zone ou vous en avez pas du tout. Et dans certains cas, on n'a pas assez d'informations sur cette première étape où le projet évolue et on revient une deuxième fois en ce qu'on appelle un niveau A2. Donc, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail à ce niveau-là, mais ce qui est à retenir, c'est qu'il y a une phase bibliographique qui peut déjà, dans de nombreux cas, permettre d'avoir une évaluation du risque qui est fiable. Et s'il faut, il faut aller sur le terrain si besoin, et le géologue cherchera les indices de présence d'amiante. Ce qui est important aussi à retenir au niveau du repérage, que ce soit en A1 ou en A2, c'est qu'il doit être conclusif. C'est-à-dire que le géologue, à un moment donné, il va vous dire, il y en a à tel endroit, ou il n'y en a pas, ou alors j'ai besoin de revenir pour conclure, mais on ne peut pas vous laisser dans un flou avec un risque moyen, où vous trouverez peut-être de l'amiante. Ça, c'est pas possible. Tout ça, c'est bien prévu dans la norme. Voilà. On peut avoir recours à des sondages, alors classiquement au niveau du A2, parce qu'en général, on va d'abord sur le terrain vérifier ce qu'on peut voir, et si on a besoin d'aller plus loin, à ce moment-là, dans un deuxième temps, on va demander des sondages à l'appel ou carotté. Au niveau des échantillons, on est rarement sur des échantillonnages systématiques parce que en fait le géologue va voir des choses, il va constater l'homogénéité d'une formation, il va constater que telle formation est absolument pas à risque. Donc on fait quelques prélèvements bien choisis et donc ce qui rend ce repérage assez vertueux et assez économe en moyens et donc en coût. Alors là, je vous propose une estimation un petit peu grossière parce que ça dépend vraiment des régions. Mais pour dédramatiser un petit peu, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, oh mon Dieu, on va devoir faire des repérages à chaque fois qu'on touche un bout de caillou. Dans quand même la plupart des cas, en France en tout cas, les A0 pourront être négatifs, hein, c'est-à-dire statuer à l'absence. Dans la plupart des cas. Dans un petit nombre de cas, on aura des doutes et on sera obligé d'aller faire des 1 sur le terrain. Et malgré tout, les A1 sont quand même régulièrement statuent régulièrement à l'absence, puisque en fait les indices biblio qui nous avaient conduits à les vérifier s'avèrent localement pas, pas vérifiés. Et donc dans un petit nombre de cas, on est amené à faire des sondages. Mais c'est vraiment pas, voilà, faut pas s'imaginer être obligé d'aller faire des sondages ou d'aller faire du terrain sur tous les chantiers. Évidemment, ces chiffres, ils sont pas applicables, par exemple, à la Haute-Corse où on travaille beaucoup, où on est plutôt à 50% de présence. Mais dans les autres régions, c'est quand même beaucoup plus modéré.
Et évidemment, la question qui fâche, c'est d'accord, on a cherché de l'amiante et si on en trouve sur notre chantier, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est là, bah, ça fait écho à ce que disait Samuel tout à l'heure sur le code du travail. Il y a tout un arsenal qui est prévu, à la base pour le bâtiment et le désamiantage, mais qui se transpose plus ou moins facilement aux travaux de BTP. Donc il y a rien qui est, enfin en soi, ça n'interdit pas les travaux. C'est juste, ça va les rendre un petit peu plus compliqués, un petit peu plus coûteux, un petit peu plus longs. Il va falloir trouver des personnes habilitées pour faire les travaux. Il va falloir se poser la question des éventuels déblais qui deviennent des déchets amiantifères, donc qui sont difficiles à gérer. Comme ça, je pense que Gabriel va vous en parler tout à l'heure. Et donc la conclusion et un de nos messages clés là-dessus, c'est faire son repérage à note avant travaux, certes, mais surtout le faire au plus tôt dans le processus de définition du projet, parce que ça peut avoir des conséquences importantes. Et plus on le fait tôt, plus on a peut-être la possibilité d'aménager le projet pour éviter une zone amiantifère ou pour avoir moins d'impact, réduire les fondations, améliorer le ratio des blés remblais ou des choses comme ça. Donc ça, on l'a vraiment vu entre il y a 5 ans quand on a fait les premiers repérages avant travaux où c'était limite des chantiers en cours qui avaient été arrêtés par l'inspection du travail et maintenant où on arrive avec des demandes pour des projets où il n'y a même pas forcément encore les plans, mais les gens ont besoin de savoir si ça va se classer dans un contexte amiantifère ou pas pour faire progresser le projet. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Gabriella sur les retours d'expérience pour l'Isère. Euh, Alors, effectivement, il y a eu des petites questions de poser ah, peut-être avant qu'on aille du côté de l'Isère. Je vois que Samuel a commencé visiblement à répondre. Oui, notamment la question de Sylvain. Oui, absolument. C'était pour préciser que ce seuil de 5 fibres par litre n'exonère pas l'employeur d'assurer la protection de ses travailleurs. C'est un seuil qui a été créé pour les riverains des chantiers, notamment de désamiantage, pour s'assurer que les protections collectives mises en place lors de ces chantiers sont efficaces. Donc, l'employeur, lui, doit à son salarié une protection maximale. Et s'il travaille en conditions amiantes, il doit s'assurer que, en fait, la VLEP, hein, qui est de 10 fibres par litre pour les travailleurs, c'est en gros une efficacité des, des EPI qui est bien plus importante, mais qui est garantie à 10 fibres par litre si on est dans le bon niveau d'empoussièrement. Et donc, voilà, ça permet d'assurer la sécurité des travailleurs. Mais on doit maximiser cette sécurité. Et donc, si on est supérieur à zéro et en dessous de 5, il faut tendre vers zéro. Merci beaucoup Samuel. Donc effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir les retours pour tous les participants et notamment aussi ceux qui sont sur Vimeo et qui ne voient pas forcément vos contributions hein, sur Zoom. Je vois plusieurs mains levées, donc même punition que tout à l'heure. Bruno, Philippe, vous avez levé la main. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Si oui, je vais pouvoir vous donner la parole. Sinon, je vais vous demander de baisser la main. En attendant, j'avais aussi une question de Laurent. Est-ce que des repérages analyses ont été réalisés sur les plages du nord-ouest de la France? sur les plages en particulier. Oui. Euh, alors, ben, en fait, le BRGM a fait une cartographie aux 50 000 de l'ensemble des départements de l'Ouest, donc incluant la Bretagne, la Normandie et la Loire-Atlantique. Euh, donc, il y a des cartes d'aléas, il y a du coup des observations, peut-être quelques analyses sur les plages en particulier, je ne sais pas, mais voilà. Ça a été étudié. C'est des cartes qui sont consultables sur Infoterre, le site du BRGM, qui devait, aux dernières nouvelles, être revu, mais je sais pas quand. Ok, merci. J'avais aussi une question cette fois-ci sur Vimeo de Monsieur ou Madame Le Floch. Comment feriez-vous pour éviter les poussières dues au vent? Bah, alors, ça dépend dans quel contexte, mais dans le cas d'un chantier,
tout ça est en fait pris en compte, par exemple, dans le guide INRS sur les travaux amiantifères. En fait, on fait des mesures environnementales et il peut arriver dans certains chantiers qu'on définisse à un moment où on s'arrête s'il y a trop de vent. Après, dans les mesures de protection collective au niveau des travaux, une des mesures phares, ça va être comment dire, l'aspersion, nébulisation, enfin de mettre de l'eau pour abattre les poussières. Donc c'est une façon aussi de gérer ça. Ok, merci beaucoup. Alors Bruno, je vous passe la main. Normalement, vous avez une petite icône qui est apparue en bas, un petit micro, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir converser avec nous. Alors Bruno Lanchon, si vous m'entendez, vous avez levé la main. Vous pouvez activer votre micro si vous souhaitez parler avec nous. Alors, j'ai vu aussi une petite voilà question question de Patrice, mais pareil Samuel, j'ai vu que vous y aviez répondu. Une autre question de alors cette fois-ci de Luc, immersion des fibres pendant travaux. Euh, je sais pas trop quelle est la question, mais je pense que c'est peut-être par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait, Où vont les fibres précisément? où vont les fibres? Ça dépend des travaux, ça dépend de ce qu'on en fait, mais l'objectif, c'est de pas en mettre partout. Donc, si on fait de l'abattage, ben, les fibres vont rester au sol, et voilà, je sais pas exactement Eh bien, quoi, quelle était la question. alors, ben, en fait, la question de Luc, il demande si donc c'était où vont les fibres et là il demande si ça va à la mer. Ah bah oui, alors les fibres qui sont contenues dans les roches, en fait, il y a un processus d'érosion et donc effectivement, ça va constituer les alluvions, les sédiments et tôt ou tard, ça finit à la mer. Après, il y a une forte dilution en fait dans les bassins versants qui fait que on les retrouve pas forcément facilement dès qu'on s'éloigne un petit peu en aval, mais dans les bassins versants, dans les cours d'eau proches des zones amiantifères, on va en parler tout à l'heure, on retrouve des alluvions, donc des galets finalement qui contiennent de l'amiante. Voilà, et tôt ou tard, ça finit, oui, à la mer, un peu comme tout, hein. Ouais. Merci. Alors, on va effectivement aller du côté de l'Isère. Juste, j'ai vu Stéphanie que vous aviez reposé votre question. Elle était au bon endroit hein, dans le module de chat, mais j'avais vu que Samuel y avait répondu et la réponse, si je ne me trompe pas, était que les secteurs qui peut-être donc l'arrêté n'est pas encore paru, mais donc on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Donc peut-être en fait ces secteurs seraient exemptés de rate et ils ne devraient pas contenir d'amiante, y compris dans les alus. Ouais, ça, je vais en parler aussi tout à l'heure. Il y a un certain nombre de cartographies du BRGM qui avaient exclu les alluvions. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire des repérages et ça ne veut pas dire qu'ils seront exclus dans l'arrêté d'application. On ne sait pas exactement ce qui sera retenu, mais les alluvions sont pas a priori exclues. Voilà, alors il y a une autre question justement par rapport à cet arrêté de Daniel. Donc l'arrêté qui est prévu en 2026, est-ce qu'il sera en application dès 2026 ou est-ce que la mise en application sera pour plus tard Bah, alors, on ne sait pas exactement, mais ce qu'on sait dans les arrêtés précédents, c'est qu'il y a eu à chaque fois un calendrier un petit peu progressif pour laisser aux gens bah, le le temps. temps quand même, ouais. Notamment, en fait, ce qui est un peu incompressible, c'est la formation certifiante des opérateurs de repérage qui demandent un certain nombre de formalités administratives, de former les gens, etc. Donc, il y aura probablement 1 an, 18 mois, 2 ans, on ne sait pas, ça dépend. Enfin, si on regarde les précédents, c'était de cet ordre-là. Ok. Bon, il y a quand même de grandes chances que ce soit à peu près pareil. Oui, ça sera pas immédiatement au 1er janvier, c'est sûr que ce sera. Voilà, je pense que c'est la chose principale pour effectivement rassurer un petit peu nos participants. Et ça Vous veut aurez pas le dire temps. qu'il faut pas faire de repérage avant travaux. C'est pas du tout la logique. C'est juste que le dispositif formel du repérage avant travaux, il sera complet à ce moment-là. Mais en attendant, l'évaluation des risques reste à faire. Oui, voilà. De toute façon, je pense qu'il faut anticiper, mais il faut aussi rassurer les participants pour qu'ils puissent se dire, on aura quand même un petit calendrier, un petit peu de temps, et voilà, on aura le temps de comprendre et de mettre en place, quoi. Ok, bah écoutez, merci pour ces premières réponses. Je vous propose qu'on aille du côté de l'Isère et donc on laisse la main à Gabriella. Voilà, je vais vous montrer un exemple des travaux de protection dans un contexte de présence d'amiante environnementale et les processus qu'on a réalisés au département des lycées.
Et parce que, alors la première chose, c'est que en tant que donneur d'ordre, même si l'arrêté n'est pas paru, nous sommes obligés de faire une évaluation des risques, nous sommes obligés de donner aux entreprises les éléments nécessaires. Et notre premier réflexe sera toujours aller voir la carte et des susceptibilités des présences d'amiante dans les terrains naturels. Mais très rapidement, et nous allons nous heurter à un problème d'échelle et, et un problème d'interprétation aussi. Et bah, l'échelle, bah, vous la voyez dans l'image, c'est assez évident. Et par rapport à l'interprétation, c'est important de savoir, là par exemple, à Nisser, on voit une présence de susceptibilité faible, mais la susceptibilité faible ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'absence. Et dans la carte du BRGM, la susceptibilité faible est définie comme l'occurrence d'amiante localisée et exceptionnelle. Et alors, sur nos sites, une fois on a lancé les rapports de repérage amiante, on a trouvé des choses comme ça dans des sites qui étaient en faible et avec une présence importante sur nos sites. Et d'où l'importance de réaliser les RAT. Et encore une fois, la norme, elle définit une méthodologie pour réaliser les repérages. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, maintenant, il y a un géologue qui va venir sur site. Il va aller au-delà de la carte du BRGM. Il va aller voir les critères qui a évoqué Samuel et, pour savoir si on rentre dans la définition d'amiante. Et, et il va nous donner trois conclusions, comme a dit Vincent. Et la première, c'est la plus rassurante, c'est celle qu'on attend tous, parce que si on n'a pas d'objets géologiques qui puissent contenir l'amiante, on arrête les repérages, on partage les rates avec l'entreprise et on peut commencer les travaux sans protection et protocole liés à l'amiante environnementale. En revanche, on peut avoir les deux cas suivants. Soit on a une présence avérée, soit on a un doute subsistant. Et là, le maître d'ouvrage, il peut faire deux choix. Et soit il lance une mission à deux si son projet, si c'est cohérent avec son projet, de venir mieux et cerner cette présence d'amiante. Et par exemple, si on a un secteur, si notre secteur est grand, eh ben, on peut définir des endroits où on n'aura pas d'amiante et donc on ne sera pas soumis aux protections. Par contre, si l'amiante elle est un peu partout, peut-être que ça servira à rien de mieux la circonscrire et on passera du coup à un travail en sous-section, soit sous-section 4, soit sous-section 3. Et il va falloir du coup choisir l'entreprise qui va faire ces travaux-là, suivant les cas. Et après, on fera les travaux et sous protection. Une fois on est en travaux, bah là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a déjà des guides qui sont existants. Là, j'en mets deux exemples. Et c'est des guides qui sont disponibles à tout le monde et qui vont définir et bah, qui vont en parler de ce que Samuel a parlé, de la quantité des fibres et tolérer les modes opératoires et toutes ces choses-là. En plus, il y a la Direction générale du travail qui met à disposition un logigramme qui va nous aider à définir la sous-section dans laquelle doivent se mettre nos travaux et suivant les types de travaux qu'on doit faire. Comme on a dit, comme il a déjà été dit, en sous-section 3, c'est des travaux d'encapsulage ou de retrait et d'amiante. Il faut savoir que tout ce qui est purge, déblaiement, c'est considéré comme du retrait par le ministère du Travail. Et en revanche, on peut aussi classer des travaux courts et dans l'espace et dans le temps en sous-section 4. Et les différences entre la sous-section 3 et 4, c'est les types de formations et des certifications des travailleurs, mais c'est pas la protection. C'est-à-dire qu'en sous-section 4 ou en sous-section 3, on protège pareil les travailleurs et on applique pareil des modes opératoires pour nos travaux. Dans la pratique, et bien que ces guides existent,
eh ben, on va trouver rapidement des problèmes et des difficultés à appliquer des modes opératoires qui ont été conçus pour du bâti et pour l'intérieur à des espaces ouverts, grands et souvent avec d'autres enjeux que difficilement isolables. C'est-à-dire là, par exemple, on est sur des routes départementales, eh ben, il va falloir appliquer des moyens de protection sur nos chantiers. Et il est donc important de prendre un temps de préparation pour ces travaux et aller réinterpeller notre projet avec notre bureau d'études ou avec notre maître d'œuvre pour voir comment on peut s'adapter, aller voir l'entreprise et il est très recommandé d'aller voir les institutions, la CARSAT, les ministères du Travail, le PBBTP, ils sont disponibles et ils peuvent nous aider à bien appliquer les choses. Et si jamais le département des lycées est disponible aussi pour partager ses retours d'expérience. Et voilà, une fois on a trouvé les réponses et on vient faire notre chantier. Il y a beaucoup d'appréhension sur les modes de protection. Il faut savoir que les modes de protection pour l'amiante, les masques, ils sont compatibles avec les autres protections dont on aura besoin sur un chantier. Alors là, j'ai mis un chantier de protection contre les chutes des blocs, mais tout autre chantier, ça n'exclut pas. Et c'est pas parce qu'on est protégé sur l'amiante, on ne se protège pas contre les autres risques. C'est compatible. Ensuite, une fois un travailleur a son masque, bah, il y aura des temps d'évacuation et qui dépendent de la météo, de la pluviométrie, de la chaleur et du vent. Comme il y a une question qui a été posée tout à l'heure, bah, on met sur les vents dans nos chantiers et on adapte et les modes opératoires ou on arrête des chantiers s'il y a beaucoup de vent et aussi. Et ensuite, ben, on a des modes opératoires qui ont été définis pour l'intérieur à la base, mais qu'on peut tout à fait appliquer à l'extérieur. Il y a la brumisation et il y a l'eau. Ça veut dire qu'on peut brumisser pendant un chantier des purges, on peut brumisser pendant la coupe du débroussaillage et on peut mettre de l'eau quand on fait quand on fort ou quand on fait des sondages. On peut aspirer et appliquer des gels et sur certains crashs. On peut, alors ça c'est les modes de protection collectif environnementaux. On peut aussi isoler un chantier et mettre la signalétique qui est nécessaire et obligatoire. On peut protéger les surfaces non décontaminables. Alors soit on protège dans un engin les surfaces non décontaminable, c'est tout ce qui va être tissu et, euh, et plastique. On peut les protéger ou on peut appliquer les confinements dynamiques avec des engins qui sont dotés de mécanismes pour les faire. Et on peut aussi installer des installations pour la décontamination des travailleurs. Et voilà. Et après, on aura d'autres problématiques qui sont un peu compliquées. Alors, il y a les déchets de chantier. On a tout ce qui est les équipements de protection individuelle qui vont devoir, alors soit ils sont jetés s'ils sont du sach unique, soit ils sont stockés avec des règles spécifiques. Mais les entreprises, elles savent faire et c'est possible. Après, il y a les déchets retirés sur lesquels il y a un peu plus de difficultés à utiliser, à appliquer la réglementation. Et pour les transports, il y a des conditions particulières et suivant les volumes, on va avoir rapidement des problèmes liés au transport, à ces conditions-là, puisque les frais sont importants. Pareil pour la déchetterie. Est-ce que toutes les déchetteries, elles vont accepter tous les déchets volumineux que nos chantiers puissent générer? Et sinon, il y a quand même des options. Et là, par exemple, nous, on a choisi de traiter nos déchets sur place en les recouvrant des matériaux sains. Et voilà, l'idée, c'est de vous montrer que les repérages amiantes, ils vont nous permettre de de mieux cerner la présence d'amiante, de définir quels sont les processus qu'on va appliquer
et départager après. Il faut vraiment un partage avec les institutions, avec les bureaux d'études. Il faut réinterroger nos projets. Mais c'est tout à fait possible de réaliser ces chantiers tout en protégeant les travailleurs. Parfait, ben, merci beaucoup Gabriella. Moi je vais enchaîner, terminer un petit peu sur des retours d'expérience, alors moins travaux que Gabriella, plus repérage sur des choses à ne pas faire ou au contraire les bonnes choses à faire. Si vous vous projetez dans la logique de commencer à faire des repérages pour évaluer les risques. Alors déjà, une première tentation qu'on voit beaucoup, c'est ne pas faire de A0 ou alors faire des A0 par quelqu'un qui juste va acheter un coup d'œil sur le site du BRGM. Donc là, en fait, pour bien interpréter les cartes d'aléas du BRGM et les cartes géologiques, ça demande quand même de connaître un certain nombre de prérequis, des compétences en géologie, la compréhension de ce qu'est l'aléa environnemental, de comment sont construites ces cartes, des limites liées à l'échelle. Donc ça, par exemple, c'est extrait du BRGM où on comprend bien que au niveau 1,50 millième, donc c'est l'échelle des cartes d'aléas de la plupart de la plupart des zones concernées en France. L'échelle de validité, c'est le canton, la précision, c'est centaines de mètres voire des kilomètres. Donc on peut pas s'en servir uniquement, enfin pour faire un A0 juste en disant regardez, je suis dans une zone qui n'est pas d'aléa fort, tout va bien. C'est pour ça qu'ils ont zoomé à l'échelle 1,5 millième sur certaines zones de Haute-Corse. Mais ce qu'ils disent aussi et ce qu'on défend, c'est qu'au niveau du repérage avant travaux, c'est une cartographie encore plus précise qu'il faut faire vraiment à l'échelle du chantier. Alors je vais vous montrer quelques cas un peu particuliers. Donc ça, c'est une illustration des trois niveaux de cartes d'aléas que le BRGM met en ligne. Donc vous avez le million France entière que je vous montrais tout à l'heure. En gros, permet de voir un petit peu les grandes régions concernées. Vous avez le 50 millième, donc qui va couvrir les départements d'intérêt, grosso modo, qui permet de se dire bon, ma commune du côté de chez moi, c'est concerné. Et ensuite, à certains endroits de Haute-Corse, ils ont resserré le 5 millième. Et comme vous pouvez le voir, en fait, bah, ils ont fait du 5 millième pour préciser. Donc du coup, c'est pas choquant. Et, c'est pas exactement pareil puisque c'est pas les mêmes observations, c'est pas les mêmes hypothèses. Donc il arrive qu'on ait des cartes qui se contredisent, et on a besoin du coup pour les interpréter correctement et donc pour faire ce A0, et c'est pour ça qu'il y a un échelon A0 qui existe et que c'est pas juste aller voir sur un fauteuil. Il faut faire un petit peu d'interprétation, comprendre comment les cartes ont été construites, sur quelles hypothèses. Donc typiquement sur les cartes au 50 millième, pour un grand nombre d'entre elles, les alluvions n'ont pas été évaluées. Et donc on se retrouve avec des situations comme celle-ci, là, qui est un exemple précis. Euh, voilà, vous pouvez un peu reconnaître à cause des cartes, mais on ne va pas insister plus. Où là, le géotechnicien qui était chargé des sondages, déjà c'est bien, il dit bon, je me pose la question de l'amiante environnementale, donc ça déjà c'est bien, mais il va sur un fauteuil et dit regardez, là, je suis dans du nul à très faible, il n'y a pas de problème. Sauf que si on voit quand même qu'il y a du rouge vraiment pas loin, qu'on est dans le lit d'une rivière, peut se poser un petit peu des questions. Donc si on regarde un petit peu en dézoomant, on voit qu'il y a des gros massifs qui ici sont des serpentinites, donc qui sont des roches qui en Haute-Corse contiennent du chrysotile, juste en surplomb de cette vallée. On sait aussi que le BRGM sur cette carte aux 50 000 n'a pas affecté d'aléas aux alluvions. Donc là, normalement, on est censé se méfier. Bon, effectivement, si on regarde la carte géole, on voit qu'ici on a les serpentinites qui viennent jusque vraiment au démarrage du cours d'eau avec toute cette zone grise qui sont les alluvions. Donc on est en droit d'imaginer que les alluvions sont en grande partie, ou enfin au moins un peu constituées de serpentinites à chrysotiles. Donc là, méfiance. Il se trouve que le BRGM a fait une partie de la zone en 5000, donc en rezoomant, en resserrant. Ils n'ont pas pu faire tout, ils se sont concentrés en fait, les villages. Et on voit ici, on reconnaît nos formes d'alluvion qui sont ici côté en rouge en amont, côté en rouge en aval, et entre deux, ils n'ont pas fait l'étude. Bon là, il n'y a pas besoin vraiment d'être géologue pour se dire que quand même, probablement que la formation entre les deux, elle est aussi en rouge. Nous, on a également travaillé dans l'embouchure à cet endroit-là et on sait qu'on trouve les galets de serpentinite.
Alors, sans même aller sur le terrain, on peut juste aller sur Google Street Map et là, on reconnaît bien les gros galets de serpentinite. Quand on connaît la région, c'est très facilement reconnaissable. Donc là, on se retrouve en fait avec une évaluation du risque qui tient pas du tout la route, même si à la base, il y a quand même quelque chose. On se retrouve avec des sondages qui ont été faits sans se poser de questions et derrière avec l'aménagement de ce terrain de sport qui a été fait sans se poser de questions. Donc là, il y a un vrai sujet par rapport à la mise en danger des intervenants et puis la responsabilité des donneurs d'ordre et des entreprises. Alors un autre sujet un peu plus réjouissant et un petit peu plus technique, là c'était sur Bastia, pour une grande parcelle, pour un projet de promotion immobilière, et on nous demande de faire le A0. Là on voit qu'on a des serpentinites vraiment pas loin, donc serpentinite à chrysotile, donc ça c'est quand même méfiance. On a du métabasalte, des métabasaltes qui parfois sont amiantifères dans certaines zones, et puis on a cette zone claire, là c'est des éboulis. Si on regarde sur la carte d'aléa aux 50 000, ben on pourrait se dire, ah, c'est bon, on est hors risque. Si on regarde sur la 5000, ben là, le rouge s'est rapproché. Bon, on ne sait pas trop quoi faire. Pour être tout à fait honnête, nous, on a vu des situations comme ça où des gens avaient choisi la carte qui les arrangeait. C'est pas comme ça que ça marche. Et donc là, on est allé sur le terrain, on est allé répondre à la question où sont réellement les serpentinites à amiante? Est-ce que les métabasaltes à cet endroit-là, ils présentent de l'amiante? Et qu'est-ce qu'il y a dans les éboulis? Et il se trouve que c'était plutôt des bonnes nouvelles pour le donneur d'ordre, puisque les serpentinites étaient vraiment loin. Les éboulis étaient composés de cipolin et quartzite, donc qui par nature ne sont pas amiantifères. Et les métabasaltes, on les a échantillonnés, on les a observés, il y avait pas d'amiante. Donc là, on a aussi une vraie plus-value, c'est-à-dire que le A0 nous a conduit à faire un A1, et on a pu sereinement dégager la zone du risque amiante, alors que juste des captures d'écran d'infoterre n'auraient pas permis. Voilà, donc vraiment la morale de l'histoire, si on peut, c'est que juste consulter les cartes d'aléa, ça suffit pas. C'est notre outil de travail primordial, c'est sûr, mais ça ne suffit pas. Et de toute façon, lorsque la norme sera d'application obligatoire, il faudra formaliser un A0 avec un géologue qui aura la certification qui sera prévue par l'arrêté. Ensuite, il y a le point assez épineux des analyses, et puis il y avait des questions tout à l'heure déjà sur les fragments de clivage. Euh, Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'analyses et il y a plusieurs façons aussi de les faire. Donc déjà, le premier message, c'est que c'est pas parce que quelqu'un va vous proposer 50 analyses que c'est une bonne idée. Même au contraire, c'est plutôt inquiétant. Ça veut dire qu'il va faire peut-être un peu au hasard. En général, nous, on fait quelques analyses sur vraiment des échantillons qui représentent la formation géologique qu'on veut comprendre. Euh, Formellement, dans la norme, on demande que les analyses soient COFRAC seulement au niveau A2, mais dans les faits, on fait dès le A1. Et l'enjeu de ces analyses, c'est ce que déjà Samuel vous a présenté tout à l'heure, c'est aussi de ne pas mal identifier les fragments de clivage, donc qui sont des variétés du même minéral, mais qui n'a pas cristallisé en fibre, comme Samuel l'a bien expliqué tout à l'heure. Donc il faut faire attention, bien choisir son analyse, bien choisir son labo, bien choisir son échantillon. Les lames minces, c'est un type d'analyse qui est intéressant puisqu'il permet de comprendre la type de roche en fait qu'on a en face de nous, s'il y a des amphiboles ou pas. On peut voir des fibres ou pas, mais c'est pas une analyse qui pourra réglementairement établir la présence ou l'absence d'amiante. C'est dans un processus de compréhension, mais ça peut être utile, mais c'est pas ça qui est réglementairement valide. Ce qui est réglementairement valide, c'est les analyses MOLP, donc microscope optique, puis méta, microscope électronique à transmission, par un laboratoire qui est COFRAC sur la portée 2 de l'arrêté du 1er octobre qui a été modifié récemment. Donc c'est ça qui vous permet d'établir formellement sur une roche qui a été identifiée comme susceptible de contenir de l'amiante, s'il y en a ou pas. Toutefois, on voit que sur le méta, des fois, et c'est ce que disait Samuel aussi tout à l'heure, l'identification des fragments de clivage n'est pas forcément évidente. Donc on a la possibilité de demander des examens supplémentaires, et notamment dans certains cas, on peut demander l'utilisation d'un microscope électronique à balayage, qui permet une vision 3D et qui peut permettre d'améliorer pour le labo sa capacité à discriminer ce qui est de l'amiante du fragment de clivage.
sur des critères un petit peu plus subtils qui sont difficiles à avoir au méta. Donc les fragments de clivage, je vais pas revenir trop dessus. L'illustration là est assez parlante, mais c'est le même minéral, c'est les mêmes atomes, c'est la même composition chimique, mais la cristallisation dans un cas c'est faite vraiment de manière fibreuse et dans un autre cas de manière beaucoup plus massive. Donc les analyses, voilà, c'est un petit peu compliqué. C'est pas juste j'envoie un caillou au labo en lui disant dis-moi s'il y a de l'amiante. C'est normé. Chaque analyse a son objectif et ses spécificités. Et l'échantillon doit aussi être bien choisi. Surtout pour l'amiante naturelle, puisque en fait la gitologie, c'est les endroits où l'amiante va être présent, est très spécifique et ça peut être parfois assez subtil. Ensuite, il y a un autre point qui revient souvent, c'est les investigations mécanisées, donc les sondages. On voit parfois des gens arriver pour faire un repérage et faire un sondage tous les 10 mètres, tous les 50 mètres, et faire des sondages dans tous les sens. Bon, ça c'est pareil, c'est pas du tout obligatoire de faire des sondages, puisqu'en fait la connaissance géologique d'une région ou d'une zone nous permet de savoir des choses aussi sur les extensions en profondeur. Et on n'a pas forcément besoin, si on a des affleurements, d'aller voir ce qui se passe en dessous. Alors ça peut également, comme si on a beaucoup d'échantillons, ça peut être rassurant pour le donneur d'ordre, mais c'est comme les échantillons, si on propose beaucoup de sondages, ça peut être plutôt le signe de quelqu'un qui tâtonne. Voilà. Et après, sur les méthodes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur les méthodes, ben, évidemment, on est en contexte de recherche d'amiante, donc il peut y en avoir, donc on est en SS4. Et donc on fait pas d'opérations émissives, on privilégie toujours des techniques les moins émissives possibles. Donc ça veut dire pas de moyens destructifs, de rotation rapide, etc. La tarière, ça peut marcher dans les terrains meubles. Le carottage mécanique qui se fait sous eau est très bien aussi pour les terrains plus solides. Le petite fosse au tractopelle dans les alluvions, ça marche très très bien aussi, c'est facile à mettre en œuvre, même s'il faut être bien sûr SS4. Voilà, donc attention sur ça, sur les investigations mécaniques, d'autant plus que ça peut coûter très cher. Et si vous voulez lancer un marché pour faire du repérage avant travaux, faut faire attention à pas ce que le marché favorise quelqu'un qui est foreur et qui est pas géologue et qui connaît pas l'amiante. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, d'autant plus que mettant en place une politique de recherche avant travaux de l'amiante, de repérage avant travaux, vous allez potentiellement vous retrouver avec des chantiers classiques qui deviennent amiante. Et donc, vous aurez aussi besoin que votre géotechnicien classique il sache forer en SS4, que vous sachiez trouver des entreprises de terrassement en SS3, etc. Donc, c'est pas forcément au niveau du repérage amiante à vos travaux qu'il faut avoir les prestations de sondage, puisque vous en aurez besoin par ailleurs. Voilà. Et ensuite, un élément important qui est rappelé dans la norme, c'est l'indépendance de l'opérateur de repérage. Bon, c'est logique, ça tombe sous le sens. Il faut des garanties d'indépendance, donc peut-être ça sera aussi précisé dans l'arrêté, mais en tout cas, voilà, pour que l'opérateur de repérage ne dépende pas évidemment du donneur d'ordre ou de l'entreprise de travaux, ce qui pourrait, on peut imaginer, influencer ses choix. Euh, Tant qu'il n'y a pas de formation certifiante, donc en attente de l'arrêté, les guides qu'on a pour vous aider à choisir des géologues pour faire les repérages, c'est les compétences qui sont listées dans la norme et la norme qui demande aussi d'avoir une expérience là-dessus. Donc, et voilà, je vous invite à vous tourner vers des gens qui ont une expérience éprouvée du sujet. Il faut aussi être SS4, parce qu'en fait, on est diagnostiqueur, on intervient sur des matériaux qui sont susceptibles de contenir de l'amiante, même si dans beaucoup de cas, il n'y en a pas. Donc, il faut être SS4. Et c'est aussi rappelé dans la norme, il faut être assuré pour ce sujet en particulier. Voilà, c'était mes retours d'expérience un petit peu généraux sur l'application de la norme. Après, en conclusion, ce qu'on peut dire, et je pense que ça reprend aussi ce que disait Gabriella, c'est que ben, le risque, il existe, il est connu, on commence
à le savoir un petit peu partout. Le code du travail est en train de l'implémenter et il manque que la dernière brique qui est cet arrêté d'application. Et d'ores et déjà, il faut évaluer le risque, il faut le prendre en compte, il faut protéger les travailleurs et aussi, dans certains cas, les riverains. Et bien sûr, il faut continuer à travailler. Mais ça, c'est possible. C'est possible en évaluant le risque le plus tôt possible. Ça, c'est vraiment un des retours d'expérience qu'on a eu très très rapidement et très fort. Plus on sait rapidement et plus on peut s'adapter. Notre conseil, notre recommandation, et c'est quand même aussi ce vers quoi pousse tout le monde, c'est d'appliquer la norme, hein. Il y a une méthodologie, des règles de l'art qui sont publiées, qui sont reconnues. Vous n'êtes pas formellement obligé de l'appliquer aujourd'hui, mais c'est vraiment la garantie que votre rapport il soit bien fait et qu'il soit accepté par tout le monde. Il faut faire les bonnes analyses, il faut faire les bonnes investigations. Et quand bien même on trouve de l'amiante, bah, c'est pas forcément la fin d'un projet. C'est sûr que ça sera plus dur, plus cher. Toutes les modalités qu'a présentées Gabriella tout à l'heure, ça se fait pas forcément en un claquement de doigts. Mais on peut faire des choses pour limiter ça et on sait faire des chantiers dans ces contextes-là. Donc on l'a vu en Haute-Corse, on l'a vu en Isère, on l'a vu ailleurs. Donc c'est pas non plus une fatalité. Voilà pour moi. J'imagine qu'il y a peut-être des questions encore. Vous imaginez bien, donc déjà un grand merci à vous pour cette présentation, aussi ce retour d'expérience qui nous permettent, comme on le disait, hein, d'appréhender aussi cette norme et l'arrêté d'application à venir, en tout cas avec les informations que nous avons à date. Donc effectivement, il reste des petites questions. Je vais quand même revenir sur une question qui a été posée par Mathieu, que je trouvais quand même intéressante. Donc Samuel y a répondu. Merci Samuel. Pour que tous aient l'information. Donc la question était quelle communication sera faite concernant cette évolution réglementaire aux professionnels. Donc concernant les professionnels, donc ce que Samuel disait, c'est que les organismes qui assurent une veille réglementaire vont assurer en fait la communication auprès des professionnels. Et concernant la com auprès du grand public, pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Donc voilà, donc ensuite, effectivement, j'avais aussi des petites questions sur Vimeo, à commencer donc par une question d'Élise. Un chantier avec terrassement pour réparation d'une fuite d'eau ou autre est considéré en SS3 ou SS4? Alors donc s'il y a de l'amiante dans le terrain, c'est une bonne question. Il faudrait prendre le logigramme. Normalement, le critère pour passer en SS3, c'est l'intention de retirer l'amiante dans le cas des travaux. Donc, dans le cas d'une tranchée qu'on reboucherait derrière avec les matériaux en place, on peut imaginer du SS4. Après, si on en profite pour retirer le terrain amiantifère en se disant bah, la prochaine fois qu'on y va, comme ça, on aura remplacé peut-être par un terrain sain et on n'aura pas ce problème-là. Euh, Ça peut passer en SS3. Les critères ont été pensés pour vraiment le bâtiment et du coup, il y a des situations parfois un peu floues et il y a un petit peu d'interprétation qui peut être faite par les autorités. Donc effectivement, là, c'est un cas un peu limite puisque en général, le terrassement passe en SS3. Mais si c'est ponctuel pour réparer une fuite, qu'on remet tout de suite, on peut imaginer que ça soit SS4. Faut prendre le logigramme, essayer de voir dans quelle branche ça rentre le plus logiquement. Merci. Alors, on avait aussi une question de Monsieur ou Madame Le Floch. Et les plages bretonnes doivent-elles être considérées comme amiantées par transport de sédiments? Devrait-on y faire des prélèvements et donc, en cas de besoin, les fermer au public? Non, il y a une dissolution qui est quand même très très forte. En plus, en Bretagne, il n'y a pas forcément, comment dire, des massifs. Enfin, ça ne draine pas les rivières qui débouchent en Bretagne, ne drainent pas forcément des massifs où il y a Hmm. énormément d'amiante. Et après, il y a énormément de dilution, donc on retrouve pas. La question se poserait plus dans la vallée du Rhône ou dans l'embouchure du Rhône, qui draine toutes les Alpes. Mais non, je pense pas qu'on en trouve dans des quantités qui soient significatives. Et il y a même des mesures qui ont été faites en Haute-Corse, je sais, sur la plage de Nonza, des mesures d'air, où on ne retrouve que très peu d'amiante dans l'air, alors que les galets sont, pour le coup, là-bas, pleins de serpentinite, quoi.
Merci. Alors, je continue avec une question de Mathieu. Est-ce que vous avez des modèles de marché à bon de commande pour réaliser ces prestations de RAT? Moi, j'ai des choses, ouais, ouais. Après, bon, nous, on est un bureau d'études privées, mais on a des choses là-dessus. Il y aura aussi un guide d'application de la norme qui va paraître, qui a été rédigé aussi par un groupe de travail auquel Samuel participe, entre autres, et qui donnera aussi des indications sur ce sujet. Après, ce guide, je pense qu'il va paraître avec l'arrêté, hein. Alors, il paraîtra avant la parution de l'arrêté, Ok. Et parce il qu'on va ne sait pas quand va paraître l'arrêté, et effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui, notamment sur la rédaction de marchés publics pour des repérages, et donc il faut que le guide paraisse le plus rapidement possible. Il est en cours de finalisation, donc Et j'imagine qu'il paraîtra courant 2026. Et dedans, nous, voilà, il y a on a un pas mal modèle. d'indications. Pardon? Nous, on a un modèle de marché. Du coup, si Mathieu, tu peux Ah, solliciter Philippe. Aussi. ok, donc à mon avis, Gabriella, je suis preneuse, vous pouvez me l'envoyer par mail et s'il est diffusable, moi je pourrais l'envoyer aux participants parce qu'à mon avis, je ne pense pas trop m'avancer en disant que Mathieu n'est pas le seul à être intéressé. Alors je continue avec les questions cette fois-ci de Guillaume. Quand le BRGM note la présence d'un filon basique, une A0 est-elle obligatoire? Alors, c'est pas comme ça que se fait le critère. Donc, l'arrêté devrait donner des zones. Et en fait, le critère, ça sera si je suis dans cette zone, donc potentiellement des départements, ben, je dois faire un A0, quoi que dise la carte BRGM. Maintenant, si au millionième, enfin, si à la carte au million, on voit qu'il y a des filons basiques, il y a des grandes chances que la zone se retrouve dans l'arrêté comme étant une zone où il faut obligatoirement faire les rates amiantes environnementales, et donc il faudra faire un à zéro. Donc dans tous les cas, la réponse est plutôt oui. Merci. Et alors, j'ai vu aussi passer une question de Florian. Donc, c'est plutôt une demande de précision puisqu'il a dû s'absenter hein, pendant le webinaire. Donc, il précise qu'ils ont des archéologues pour toute fouille. Euh, ils doivent faire en fait une étude géologique pour savoir s'il y a un risque à amiante puis rate si nécessaire ou pas forcément. Bah, à partir du moment où il y a des travaux en interaction avec un sol en place, il faut se poser la question. Dans le cas de l'archéologie, j'imagine que si on fouille, on imagine qu'il peut y avoir des choses en dessous, donc c'est plutôt des sols qui sont récents, mais qui sont issus d'alluvions, donc il faut étudier les bassins versants, il faut étudier les sols quand même. Il n'y a pas d'exemption a priori pour un type de travaux en particulier, donc archéologie, oui, c'est concerné aussi. Ok. Ben écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je fais un dernier passage, mais je ne crois pas voir d'autres questions. Alors, si une question de Marion vient d'arriver, alors c'est une question de Marion Brun qui demande en fait, malgré tout l'intérêt de la présentation, pourquoi faire porter la parole réglementaire et les conseils pour lancer des marchés un bureau d'études et donc par définition sans mission de service public. Alors, mais justement, Marion, c'est un peu l'objet hein, de ce webinaire, c'est d'avoir en fait une prise de parole qui soit complémentaire et c'est pour ça en fait que nous avons un bureau d'études qui va être en capacité donc d'accompagner les collectivités sur ce sujet qui peut être complexe. On a aussi donc le retour d'expérience de Gabriella pour avoir aussi, enfin pour donner aussi la parole à un département et donc à une collectivité, et aussi avec l'appui du CEREMA par le biais de Samuel pour avoir l'expertise, comme on l'a dit, sur l'amiante environnementale. Donc oui, effectivement, ce webinaire a été construit de façon à ce que nous ayons un petit peu différents regards qui soient complémentaires et que pour tous les participants, en fait, vous puissiez avoir toutes les clés en main pour demain agir. Donc, d'où effectivement la présence du CEREMA, d'une collectivité et d'un bureau d'études, donc qui est spécialisé sur la question. Donc, bon, du coup, j'ai répondu, je pense, à votre question, mais je vais laisser Vincent s'il souhaite peut-être ajouter un élément et également peut-être Samuel. Bah, non, en fait, nous, on porte la problématique depuis de nombreuses années, donc on fait des efforts de communication
pour qu'elle soit connue, pour que les règles de l'art soient bien prises en compte. Voilà, on a aussi voulu qu'il y ait des témoins, entre guillemets, comme Samuel et Gabriella, qui connaissent le sujet et qui l'appliquent. Donc, tout ce qu'on a dit est vérifiable et vraiment dans l'intention de faire connaître la problématique et que les repérages soient bien faits. Et puis la finalité, ça reste la protection quand même des travailleurs sur un risque qui malheureusement, même si ça fait des années qu'on a cette norme et qu'on attend cet arrêté, qui reste quand même assez mal pris en compte encore, même dans des régions où il est important. Que je disais que j'avais une dernière petite question de Mathieu qui voulait savoir quelles sont les réglementations dans les autres pays européens, comme en Suisse. Alors, je sais pas si vous avez connaissance, de cette Alors, information. le principe du repérage avant travaux, ça reste, à ma connaissance, une spécificité française. Il y a des pays en Europe qui sont concernés, donc les pays alpins, la Suisse, l'Italie, ils ont chacun leur réglementation un peu particulière. Sur l'Italie, il y a des choses qui ont été faites par rapport notamment aux grands travaux dans les vallées alpines de tunnels ou ferroviaires. Alors, j'ai pas en tête tout ce qu'ils font, mais c'est assez différent de ce qui se fait en France. On a un post de blog là-dessus si vous voulez aller voir sur notre site. Et en Suisse, il y a une directive qui est sortie il y a pas longtemps voilà, qui donne quelques principes généraux. C'est pas très cadré. Grosso modo, il parle quand même d'amiante environnementale et de se poser la question avant de faire des travaux. Merci. Eh bien, écoutez, je regarde une dernière fois. Donc, effectivement, petite question de Laurine. Où peut-on trouver une formation sur la certification amiante avec mention, donc norme NFX 46-102? Ça, Samuel, tu peux répondre peut-être. Ouais. C'est pas vraiment dans le cadre de l'amiante environnementale. Alors, Mais en tout cas, je sais pas si j'ai bien compris la question, mais pour l'instant, en ce qui concerne la NFX 4602, donc les opérateurs de repérage doivent, selon l'arrêté qui la rend obligatoire, suivre une formation et cette formation est en cours de montage par les différents acteurs et parce qu'elle doit répondre à un certain nombre de critères, notamment elle doit être inscrite au registre des formations de France Compétences, etc. Donc ça prend un peu de temps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si c'était bien cette question-là. alors, je pense que Laurine pourra nous le dire. En tout cas, en complément, Laurine, on a organisé des webinaires avec justement, enfin, sur cette norme. Donc peut-être que ça peut être déjà un premier pas pour vous pour appréhender cette norme et avoir plus d'informations donc sur des formations avec certification. Donc voilà, bah, écoutez, la webconférence touche à sa fin. Ce que je vous propose peut-être, c'est vous laisser une dernière fois la main si vous souhaitez adresser un dernier mot à nos participants, notamment vous, Vincent, et puis nous pourrons ensuite clôturer ce webinaire. Moi, j'ai rien à ajouter. Juste merci beaucoup à tout le monde pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez encore des questions à nous contacter directement ou via Idealco. Euh, voilà. Merci à tous. Et surtout, oui, merci à Samuel et Gabriella pour leur témoignage et la qualité de leur présentation. Eh bien, un grand merci en tous les cas à vous trois pour cette présentation, toutes les réponses que vous nous avez apportées aujourd'hui et qui sont toujours utiles. Donc, comme je vous l'avais dit, il y a plus de 190 inscrits, donc on sait que c'est un sujet qui suscite pas mal de questions et sur lequel vous avez besoin de conseils et d'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos questions et puis pourquoi pas faire un webinaire complémentaire en 2026 et dès lors aussi qu'on en saura un petit peu plus sur cet arrêté d'application. En tous les cas, merci à vous pour avoir été présent sur ce webinaire. Comme je le disais en introduction, on est effectivement sur la dernière webconférence de l'année 2025, ce qui veut dire que je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année
Et puis concernant la thématique voirie, ça veut dire qu'on se retrouve à compter de 2026 pour du coup de nouveaux webinaires. Et si j'arrive à vous partager mon écran pour vous donner une petite vue quand même sur les webinaires à venir à la rentrée. Donc, ce qui veut dire que le premier webinaire de 2026 aura lieu le 12 janvier et il sera sur la valorisation de matériaux alternatifs en génie civil. Le lendemain, vous aurez un retour d'expérience très parlant, très concret avec une métropole sur la réglementation anti-endommagement des réseaux. Donc, comment justement élaborer un dossier de consultation pour les investigations complémentaires et ou le marquage piquetage, je vais y arriver. Et puis une webconférence le 29 janvier sur comment diffuser la donnée de réglementation routière auprès de tous les usagers de la route grâce à Dialoge. Donc le programme est en cours de construction, ce qui veut dire qu'il sera étoffé et que vous aurez aussi d'autres rendez-vous d'ici janvier. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur la communauté et puis à regarder un petit peu plus en détail ces prochaines webconférences et à vous y inscrire si vous le souhaitez. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, de belles fêtes de fin d'année et puis on se retrouve donc en 2026 sur la communauté. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.